Les combattants ont fait une pression sur la plupart de nos musiciens. Voilà des groupes qui naissent tout d'un coup, qui ont compris le sens du combat. Quelqu'un qui a fait les études de ingénierie est un entrepreneur de fait. Mais celui qui a fait l'économie n'est pas un entrepreneur. En tout cas, personnellement, je suis impressionné par un pays qui monte en puissance. C'est la Chine. Aujourd'hui, c'est la deuxième économie du monde. Et à l'horizon 2050, c'est la première puissance. Mais si vous voyez les investissements de la Chine a investi beaucoup dans les infrastructures de base. La Chine a investi 300 milliards pour construire tous les réseaux routiers du pays. Aujourd'hui, vous pouvez aller de l'est à l'ouest, du nord au sud, avec des routes, et ceci permet une fluidité de circulation. C'est-à-dire, du point de vue économique, on peut aller vers un autre, des points A au point B sans avoir beaucoup d'ambiguïté. C'est ça la Chine. Aujourd'hui, la Chine est en train d'affirmer sa puissance du point de vue international, à travers le monde, avec l'investissement sur la route de la soie, que beaucoup connaissent d'ailleurs. C'est une route qui part de l'extrémité de la Chine, Xinjiang, vers l'Europe. C'est-à-dire la Chine veut, avec des ambitions qu'il a, on peut prendre un gros camion, un grand transporteur, vous mettez toutes vos marchandises, vous prenez la route, vous parcourez le monde entier. Voilà la vision d'un pays qui veut marquer sa puissance, mais à travers les infrastructures. C'est là que vous comprenez que les infrastructures sont des éléments moteurs de développement. Mais les infrastructures, il y en a plusieurs. Nous avons les infrastructures de transport. Nous avons les infrastructures socio-économiques. Et nous avons les infrastructures énergétiques. Nous avons les infrastructures même militaires pour question de sécurité. Nous avons plusieurs types d'infrastructures parce que aucun travail, aucune action ne peut se faire sans qu'il puisse se reposer sur des infrastructures de base. Dans les pays comme le Congo, c'est vraiment, je peux dire, c'est un pays véritablement enclavé. Aujourd'hui, tu ne peux pas prendre ta voiture et aller jusqu'à Mbuji-Mayi. C'est impossible. Pourtant, c'est au centre du pays. D'où les difficultés de développer ces coins de la capitale. Vous ne pouvez pas prendre la voiture de Mbuji-Mayi jusqu'à Bukavu. Les tracés sont là, mais les routes ont disparu. C'est ainsi l'Office des routes, qui est une entreprise qui dépend du ministère des Infrastructures, a même évoqué le concept des rings nationales. Plus de 30 km sur les 150 000 km qui existent au pays, qu'on puisse seulement asphalter 30 000 pour booster notre économie. Il est fort regrettable qu'aujourd'hui, nous ne sentons pas l'ambition du gouvernement autour des investissements à ce niveau-là. Nous ne savons pas ce qui se passe. Et pourtant, le gouvernement devait investir dans le secteur des transports, notamment les routes, pour booster l'économie du pays. Quand on parle économie du pays, c'est bien. Il faut investir dans l'agriculture, c'est bien. Il faut investir dans l'énergie, mais vous ne pouvez pas booster l'agriculture s'il n'y a pas de route. Ceux qui produisent, comment ils vont évacuer les produits vers le centre de grande consommation s'il n'y a pas de route? C'est quand même dangereux. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays comme le Congo, nous avons un déficit énergétique. Les infrastructures d'énergie boostent l'industrialisation. Ça booste même l'entrepreneuriat. Cette maman qui s'est décidée de faire le commerce des vivres frais, s'il n'a pas de courant, il est foutu, il perd tout. Le monsieur qui se lance dans l'agro-industrie, il a besoin du courant pour produire, transformer les produits.
S'il n'y en a pas, l'industrialisation ne peut pas marcher, d'où il y a un problème du point de vue entrepreneurial. Du point de vue sécuritaire, que ce soit des routes, que ce soit des bases militaires, ce sont des infrastructures de sécurité. Le militaire a besoin d'une base. Tout dépend des secteurs d'opération. Lorsque vous avez le secteur aérien, il faut une base aérienne. Où est-ce que nous allons stocker nos avions? Où est-ce que vont atterrir tous les avions militaires que nous achetons? Dans quelle base? Est-ce que nous avons des bases militaires aériennes? Ça, c'est un problème. Il faut des bases terrestres. Nous achetons des grandes armes. Où est-ce que nous allons essayer nos armes? Où est-ce que les militaires qui sont dans des casernes vont travailler afin d'accroître leur expérience au niveau des armements? Ce qui est vrai, nous avons sorti une équipe qui est en progression. Et ça, il faut l'admettre. Vous savez, il faut une stratégie. Une stratégie, c'est dans la durée. Qui signifie durée? Repérer des bons joueurs, mettre en place aussi une politique qui permettra que cette équipe puisse se construire autour d'un style de jeu. Parce qu'il y a quand même un peu de déchets, ça il faut le reconnaître. Nous n'avons pas eu de très grandes équipes. Nous aurons peut-être Égypte, Maroc, tout ça, qui sont des équipes qui ont des jeux très organisés. À ce moment-là, ça demande à notre équipe d'avoir un jeu solide. Et notre souhait, dans la durée, il faut vraiment qu'on puisse construire cette équipe. Il faut une vision à long terme. Et cette vision à long terme nécessite des experts, surtout l'entraîneur, il doit être là pour analyser notre football, voir ce qui ne va pas, faire un cahier de charges, donner de très bons conseils auprès de la FOCOFA, qui est un organe technique du ministère des Sports. C'est à eux que revient la technicité, en fait d'avoir une équipe qui devrait être compétitive et aller plus loin. Il faut aussi penser aux internationaux congolais, parce qu'il faut comprendre, nous n'avons pas beaucoup d'internationaux qui jouent dans les championnats de haut niveau, comparativement aux autres. Ça aussi, c'est l'indiscipline des Congolais. Parce que nous avons vu beaucoup de Congolais qui arrivent en Europe et puis après, ils se relâchent. Ça, c'est le mental aussi des Congolais. La discipline est importante. Mais je vois un joueur comme Bokani. Bokani, c'est parmi le bel exemple. Aujourd'hui, c'est parmi la personne qui dure. Malgré son âge, Bokani est encore en forme, il marque des buts. Il y en a d'autres de sa génération qui ont pratiquement abandonné. Parce qu'il vit dans une certaine discipline. Le football, c'est aussi la discipline. C'est ça même la vie. C'est ce même qui tue les Congos. Les Congolais n'ont pas beaucoup de discipline. C'est ce qui fait que dans beaucoup de compartiments, nous n'allons pas très haut. Et pourtant, nous sommes un peuple très intelligent. Il faut que nous ayons des méthodes, nous mettons des moyens et les outils pour arriver à un résultat. C'est ça. Il n'y en a pas d'autre. Est-ce que nous avons la méthode pour organiser cette équipe à travers, par exemple, 2 ans, 3 ans? Que nous ayons la meilleure équipe d'Afrique. C'est une vision. Et lorsqu'on a une vision, on met en place des méthodes. Et quand on met des méthodes, on sollicite des moyens auprès du gouvernement. À ce moment, le gouvernement a sa part de responsabilité. Parce qu'il doit mettre les moyens. En mettant les moyens, avons-nous les outils? C'est-à-dire les terrains, un championnat équilibré qui permettra de faire rejaillir des jeunes talents. Tout ça sont des outils qui permettent de mettre en surface des jeunes talentueux qui peuvent enrichir l'équipe nationale, des jeunes qui peuvent aller à l'international et puis nous revenir sous forme de véritables professionnels pour défendre les maillots de la RDC. Quelle est la politique de l'État autour du football? L'État doit faciliter nos équipes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des équipes qui n'ont pas de moyens. Mazembe, qui jouait à un certain niveau,
Mazembe n'est plus à ce niveau-là, à cause des moyens. Donc vous comprenez qu'il dit football dit investissement. L'investissement même des clubs lui-même. Et à ce moment-là, la FECOFA n'est pas au niveau de l'investissement. Vous voyez? Maintenant, il faut créer des cadres de championnat qui rendent le football rentable. Pour que les investisseurs congolais qui ont des moyens puissent investir dans le football. Parce que si nous n'avons pas ces cadres, les Congolais qui ont l'argent vont se retenir. Personne ne viendra perdre son argent dans une histoire qui ne lui apporte rien. Donc, c'est à nous d'inciter une politique dans ce sens-là pour avoir un championnat de haut niveau. Parce que les championnats de haut niveau, le professionnalisme, c'est de l'argent. Autour du football, il y a beaucoup d'interactions. Si vous avez un public qui est riche, qui peut acheter un maillot, qui peut entrer au stade, ça rapporte de l'argent. Tant que nous aurons un public pauvre, un public qui ne sait pas s'acheter un billet de stade, le football ne va pas aller très loin. Tout ne sera que sur le coup du hasard. Ça fait partie des stratégies aussi. D'abord, je dois féliciter la jeunesse congolaise dans son ensemble. Parce qu'on commence à s'intéresser petit à petit au jeu politique. Les combattants ont fait une pression sur la plupart de nos musiciens. Voilà des groupes qui naissent tout d'un coup, qui ont compris le sens du combat. À un moment donné, si tout le monde s'intéresse à la politique, nos dirigeants vont devenir sérieux. Parce que la musique est un moyen, est un outil qui peut véhiculer des changements dans la mentalité de la population. Et MPR est comme le pionnier qui donne les tons. Les autres sont venus. Je vis, il y a Elvis et consorts. Tout le monde a chanté. Il y a ces coups qui viennent de se donner dans les microcosmes politiques avec des jeunes musiciens bourrés de talent qui mettent en place certaines difficultés que nous vivons au jour le jour. Ce qui est intéressant, ce sont des difficultés. C'est là où nous apportons toujours des solutions. Depuis que nous avons commencé avec vous, nous ne sommes pas des côtés de ceux qui pleurnichent, mais nous sommes des côtés de ceux qui apportent des solutions. C'est vrai, on doit se plaindre. C'est vrai, par-ci, par-là, rien ne marche. C'est vrai, nous avons peut-être des dirigeants qui ne nous écoutent pas. Aujourd'hui, il y a cet engouement de la jeunesse qui booste, qui frappe un peu les politiciens, qui vont devenir désormais regardants. Parce que des choses comme ça font peur. Mais lorsqu'ils deviennent regardants, de l'autre côté, il faut qu'il y ait des solutions. Les solutions ne viendront pas seulement des politiciens. Ils viendront aussi des peuples, des hommes engagés, comme nous. Nous avons dit en son temps, du point de vue de la réalité de la formation de la jeunesse congolaise, nous avons des jeunes qui sont des licenciés en droit. Nous avons des jeunes qui sont des licenciés en économie. Nous avons des jeunes qui sont des licenciés parfois en métier de journalisme. Mais est-ce que ces métiers sont utiles aujourd'hui pour faire démarrer l'économie congolaise? C'est cela. Lorsque nous répondons à cette question, nous comprendrons pourquoi nous avons beaucoup de chômeurs. Déjà le choix de nos études nous pousse à être des chômeurs. Ça, c'est important, il faut que les jeunes les comprennent. Nous réveillons les jeunes partout dans le monde. Ceux qui sont dans les secteurs techniques et professionnels, ce sont ceux qui chôment le moins. Un pays qui est en voie de la reconstruction ou de la construction a besoin à 70% de ceux qui sont dans les domaines professionnels et techniques. Pourquoi? Il faut construire des routes. Il faut nous vêtir. Il faut nous habiller. Il faut créer des services de restauration. Je donne un exemple, les Libanais qui viennent vendre des shawarma en sortent millionnaires. Ce n'est pas un domaine de l'économie des droits, c'est juste un domaine d'imagination, c'est juste un domaine de la restauration. Avons-nous de l'imagination, avons-nous de la créativité autour de ce domaine-là? Nous félicitons la créativité musicale, ce qui est une bonne chose. Ayons de la créativité de l'autre côté. C'est ce que nous souhaitons aux jeunes. Mais ils ne sont pas totalement responsables. De l'autre côté, il y a l'État. Est-ce que nous avons un État qui garantit les progrès de la jeunesse? Je donne un exemple bête. Hier, il y a une entreprise ici, My Gold Drive, est venue investir au Congo. Les jeunes ont planté leur argent dans les systèmes
et ils n'ont pas retrouvé leur argent. Devant un État qui ne dit aucun mot, face à une arnaque de cette ampleur, est-ce qu'on peut comprendre qu'on a un État qui laisse faire des combines de cet acabit? Ça, c'est détruire même les tissus de notre petite économie. Parce que la maman qu'on fait rêver, il met son argent dans ma école de rêve, il prendra de l'argent pour investir, tout cet argent est parti. Comment l'État congolais peut laisser faire? Comment la Banque centrale peut laisser faire? Qui les a donné toutes les autorisations d'opérer ici? N'est-ce pas là un danger? C'est là où nous disons qu'il y a une forte responsabilité de l'État. Énormément. Deuxièmement, un jeune qui veut se lancer dans une formation, qui n'a pas de moyens, comment va-t-il faire? Nous avons beaucoup de jeunes qui sont abandonnés, qui n'ont pas étudié. Ces jeunes-là, pour retrouver le chemin de l'emploi, ils ont besoin d'être formés. Ils n'ont pas de moyens. Que vont-ils faire? L'État est l'unique et le seul responsable de la politique du développement d'une nation. Il faut qu'on se le dise. C'est l'État qui pense comment développer la nation en mettant en place toute l'énergie. Avons-nous des dirigeants, avons-nous des visionnaires qui ont des ressources solides pour orienter le développement de notre nation? Ce sont là les très bonnes questions que nous devons nous poser. Parce qu'en réalité, tout revient dans l'organisation de l'État. Tout revient dans la responsabilité de l'État. Ils ont raison. Moi, je suis des jeunes. Il y a d'autres qui disent, de l'autre côté, jeunes Congolais, pourquoi vous chantez ceci? Il faut faire un peu comme les autres. Nous avons vu Jack Ma avec son truc d'Amazon et voulait devenir milliardaire. Mais Jack Ma est l'unique parmi les 3 milliards des Chinois. C'est des personnes rares. Ce sont des phénomènes. Tout le monde ne peut pas être phénomène. Mais il faut aussi poser la deuxième question. Jack Ma évolue dans quel contexte de stabilité économique? C'est cela. Si vous n'avez pas d'énergie, rien que d'énergie, pour promouvoir votre entreprise, comment vous allez investir dans les domaines, par exemple, de l'ébénisterie? Il n'y a pas de courant. Il faut les groupes électrogènes. Ça décourage. S'il faut investir, même dans les domaines de vivres frais, nos mamans qui vendent, il n'y a pas de courant. Les poissons pourrissent. S'il faut être un grand commerçant, il n'y a pas de route. Finalement, le maigre des personnes qui font des petites entreprises, par-ci, par-là, dans la ville de Kinshasa, ils sont dérangés par des personnes qui viennent demander des taxes intempestives. À tout moment. Il faut payer ceci, il faut payer cela. C'est ça qu'on appelle des tracasseries. Et on fait face à cela, parce que tout le monde veut vivre sur les dos des Congolais. Maintenant, les fonctionnaires qui travaillent, quel est l'effort que les fonctionnaires doivent faire pour devenir un grand homme? Parce qu'il n'a que carrière l'État. Donc nous allons encore dire aux fonctionnaires de devenir comme Jack Ma. Mais parce que le fonctionnaire doit espérer dans la fonction publique. Celui qui travaille à la SNEL, il doit espérer dans la SNEL. Derrière, tout le monde le sait à travers le monde, c'est l'État qui emploie le plus de gens. L'État, même dans les domaines agricoles, l'État subventionne. Est-ce que notre État subventionne les domaines agricoles? Vous allez en Chine, vous allez en Europe, il y a des subventions agricoles. Vous allez au Maroc, quand quelqu'un termine les études, il présente un projet, l'État lui subventionne. En avons-nous ici au pays? Avons-nous des structures qui vont permettre aux jeunes d'éclore, de les former à devenir des véritables entrepreneurs? Tout ça, nous pensons qu'il y a une véritable faillite de l'État. Malheureusement, il y a des gens qui parlent, peut-être par fanatisme. Ils veulent être vus au lieu de creuser l'abcès. La vérité est têtue, elle nous rattrapera. En tout cas, ça c'est une vérité. De l'autre côté, j'ai suivi quelqu'un dire il faut une dictature au Congo pour développer les Congolais. Mais les Congolais ont fait le choix de la démocratie. Nous avons une constitution au prix du sang. C'est un système aujourd'hui qui fait déjà plus d'une vingtaine d'années. Dans des pays de démocratie, on parle de la rigueur de la loi et de la dictature des institutions. C'est-à-dire qu'il faut avoir des institutions fortes. Lorsque vous avez la justice doit être forte. Dans des pays comme la Chine, ils ont leur système démocratique, mais ce sont des pays très autoritaires. On ne parle pas de la dictature, mais on parle d'un système autoritaire. Aujourd'hui, des pays comme la Russie, Poutine s'est fait réélire, il a été Premier ministre. Pourquoi tout le monde est dans cette dynamique?
nous sommes dans un contexte où la démocratie est le maître mot. Il faut trouver toutes les stratégies. Parce que la plupart des pouvoirs qui durent s'usent. Nous ne sommes plus dans le contexte de Napoléon Bonaparte. Nous ne sommes plus dans le contexte de Gaulle, ou de Staline, ou de Mao. Nous sommes dans un contexte moderne, où le monde est devenu un village planétaire. Je vous assure, si Mobutu a vécu à la période de l'Internet, il ne ferait pas 32 ans. Et ça, je vous l'assure. Parce que tout est mis sur la place publique. Vous ne pouvez rien vous cacher, même vos petits défauts. Alors, il faut s'adapter au contexte, si on veut évoluer. Gare à ceux qui veulent rester dans des méthodes archaïques, passéistes, qui vont compromettre demain le futur de notre nation. Nous sommes dans un système où les autres ne vous laisseront pas faire, d'exister pendant des années. Même ceux qui font des tirées dans le pouvoir, ils sont menacés. Donc, on nous a mis une méthode, quitte à nous de nous approprier de cette méthode. Comme c'est dans les contextes, trouvons des schémas pour aller de l'avant. Nous sommes un grand pays, il y a beaucoup d'ambition. Il est très difficile de s'imposer dans un pays comme le nôtre. Pour s'imposer, il faut être un génie. Il faut avoir le génie. Si tu n'es pas un génie, tu es un président normal, tu ne vas pas t'imposer. C'est ça le contexte de notre pays. Voilà ce qu'on peut dire par cette actualité de l'initosalité. Nous avons interpellé de l'autre côté la jeunesse à faire des choix, des domaines de prédilection, des domaines qui apportent plus de vie, des domaines qui font de vous un entrepreneur de fait. Quelqu'un qui a fait les études d'ajustage est un entrepreneur de fait. Quelqu'un qui a fait les études de bénéficerie est un entrepreneur de fait. Mais celui qui a fait l'économie n'est pas un entrepreneur de fait. Il a besoin d'avoir d'autres formations. Voilà un peu, en quelques mots, si on a bien compris la question. Nous savons tous que ce sont les entrepreneurs qui constituent les poumons économiques d'une nation. C'est même la classe moyenne. Mais tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Ça demande aussi des qualités et des talents. Des qualités qui s'acquièrent aussi. Parce qu'aujourd'hui, tout est mis sur la place publique. Quand quelqu'un veut, il peut, en apprenant. Mais il faut avoir une énergie. Parce que être un entrepreneur, c'est comme quelqu'un qui plante des maniocs dans un champ et il doit attendre la récolte après une dure épreuve de soleil et de la pluie. Au début, ce n'est pas très intéressant. Il faut aimer ça. Et à la fin, la récolte y est. Mais est-ce qu'au premier champ, on peut dire qu'on est vraiment un très grand fermier? Ou il faut encore plus d'expérience pour devenir ces fermiers qu'on a toujours souhaité? C'est cela la réalité d'entrepreneur. Dans notre pays, nous avons un contexte très difficile. Mais un contexte difficile où les autres aussi viennent prospérer. Nous avons vu les expatriés venir et prospérer. Mais qu'est-ce qu'ils font que les Congolais, dans la majorité, nous ne prospérons pas? C'est peut-être, nous pensons, les choix de ce que nous faisons comme domaine. Moi, je ne parlerai que de moi parce que je me maîtrise en tant qu'entrepreneur. Moi, je suis un architecte. Un architecte, c'est un technicien. Un architecte, c'est aussi un entrepreneur de fait. Parce qu'il est dans ce domaine pratique. Nous, c'est la compétence. Depuis que je suis là, c'est rare qu'on me demande mon diplôme. Tu es architecte, est-ce que tu peux nous faire telles études? Vous savez, c'est un domaine pragmatique. C'est ça le domaine que nous avons entrepris. En faisant ce domaine, ça vous donne une réalité. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que lorsque vous terminez vos études, alors je m'adresse aux universitaires. Parce que nous avons deux volets. Il y a le volet universitaire et le volet artisanal. Le volet universitaire, c'est quoi? Lorsqu'on termine, on doit faire les choix d'un mentor. Parce qu'il n'y a pas de génération spontanée.
Lorsque vous avez fait le choix des mentors, c'est par rapport à vos ambitions. C'est par lui que vous allez apprendre les rouages de votre métier. C'est ce que moi je fais. Mais ce qui me concerne, 2 ans m'ont suffi pour comprendre les ABC de mon métier dans le monde professionnel. C'est là que nous nous conseillons aux jeunes qui terminent, à ceux qui veulent embrasser une carrière. Ils ont besoin soit de faire un stage professionnel, même si ce n'est pas payant, mais c'est important. Parce que ne peut évoluer que celui qui est compétent. Ne peut être entrepreneur, celui qui est compétent. Il n'y a pas de chance en entrepreneuriat. Il faut mériter. C'est un domaine de commando. En apprenant les ABC autour d'un mentor, tu te donnes une idée de ce que tu seras. Parce que il faut projeter ton avenir. Je termine, je passe par mes mentors, je vais être peut-être plus que lui. Vous avez vu ses erreurs, vous avez vu ses qualités. Vous avalez les qualités, les erreurs, vous corrigez. Et à un moment, il faut prendre des décisions. C'est là où c'est le moment le plus difficile. Et quand on prend les décisions pour devenir entrepreneur, ça signifie quoi? Au-delà des conforts que vous avez en tant que travailleur, des salaires que vous avez, il faut accepter de passer 1 année, 2 ans à ne plus recevoir un salaire, mais à espérer. Mais on n'espère pas sur un rien. On espère sur un projet. Parce qu'un entrepreneur, c'est celui qui décide de quitter et de mettre en place un projet. Et il faut être sûr de vos compétences. On ne fait pas un projet pour faire. Par exemple, le projet, j'ai dit, je mets en place un bureau d'études. Un bureau d'études d'architecture, par exemple, dans les domaines qui me concernent, et j'ai choisi les créneaux qui peuvent être rentables. Parce que, en évoluant dans le milieu d'entrepreneuriat, en analysant votre mentor, vous verrez quel est le créneau qui est rentable. Parce qu'en discutant avec lui, en parlant avec lui, en faisant avec lui, vous voulez vous dire que ces créneaux apportent plus. À mon humble avis, nous avons choisi le marché public. Parce que ce sont les marchés publics qui te payent réellement bien. Ils te payent selon les normes. Les privés sont plaintifs. Et lorsque les privés sont plaintifs, au-delà d'être plaintifs, il y en a qui se révèlent être même tes ennemis. Ils ne veulent même pas ton progrès. Et ça, il faut s'attendre à cela. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, les ennemis existent. Et vous n'avez pas peur d'avoir les ennemis. Les ennemis, il faut en avoir parce qu'ils te donnent les plus grandes motivations. Motivation parce que tu dois les dépasser. Lorsqu'on quitte l'entrepreneuriat, l'énergie, on les trouve où? C'est dans la séparation parfois que vous avez avec votre mentor, qui ne croit pas en vous, que vous voulez défier coûte que coûte. Ça vous donne de l'énergie. Quand vous avez besoin de cette énergie. Quand vous n'avez pas de défis à relever, ça ne sert à rien d'être entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est en face d'un défi et qui veut prouver qu'il peut s'en sortir. Même si vous ne me donnez pas la chance. C'est cela. Donc, il faut que votre mental soit préparé à l'adversité. Lorsque nous sommes mis avec les projets, nous avons compris qu'il fallait aussi se perfectionner. Des petites formations, par exemple, en passation des marchés publics, des petites formations en gestion des projets ou en management, des petites formations liées un peu dans les dossiers, par exemple, de la BAD, de la Banque mondiale. Parfois, ce ne sont pas des formations classiques. Vous côtoyez des mentors ou vous côtoyez certains aînés qui travaillent à la Banque mondiale, à la BAD, qui t'expliquent un peu comment ça se passe. Il faut être un éternel apprenti. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui apprend tous les jours. Parce que pour gagner, il faut apprendre. Il ne faut pas te dire que ceux qui réussissent, ils ont été soutenus par leurs frères. Ceux qui réussissent, ils ont peut-être les ministres. Ce sont des réalités tribales. Non. Ce sont des vaillants. Il faut être malin. Il faut être malin.
Un entrepreneur, c'est quelqu'un de très malin. Malin dans le sens où personne ne te montre les secrets. Parfois, il faut les voler. Parfois, il faut les voler. Quand il n'est pas là, toi, tu regardes. On t'envoie quelque part, tu vois les documents, tu lis, parfois tu photocopies. Ça te permet de comprendre. Parce que celui qui est sur la colline en tant que lion n'a pas besoin de te détrôner, malheureusement. Au Congo, on ne vous fait pas des cadeaux. C'est ce bagage qui fait de toi entrepreneur. Parce que tu vas apprendre à organiser les bureaux, tu vas apprendre à gagner les marchés, tu vas apprendre où se trouvent les marchés, avec qui parler, avec qui collaborer, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les marchés arrivent à ta porte. À un moment donné, tu es un garçon bourré de talent, tu n'as pas de moyens. Il faut apprendre à s'associer. C'est cela qu'on appelle des joint ventures. Les associations momentanées te permettent d'évoluer mieux. Parce que tu peux avoir la connaissance, mais tu n'as pas de moyens. Sache que celui qui a des moyens, il peut exiger 80%. Toi, tu prends 20%, tu n'as pas à broncher. Tu ne discutes pas. Tu as besoin de constituer ton capital. C'est comme ça. Est-ce que les Congolais sont-ils patients des jeunes d'accepter toutes ces réalités? Parfois avec des brimades. Parfois avec beaucoup de peine. Il y a des gens qui tiennent des langages au fond, devant toi, mais tu es obligé de gérer. Il y a beaucoup de réalités d'être entrepreneur. Mais à la fin, tout ce monde-là te respecte. Parce que tu as réussi. Tu as la couronne sur ta tête. Donc, être un entrepreneur n'est pas une sinécure. C'est une préparation. Et c'est une vision. Et c'est aussi une grâce divine. Parce que les gens comme des Rockefeller, il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux. Des gens comme des Jack Ma, il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux. Les entrepreneurs sont une proportion minime par rapport partout dans le monde. Même ceux qui parlent, est-ce qu'en Europe, tout le monde est entrepreneur? Quand les gens arrivent en Europe, ils sont vite intégrés. Peu de gens sont entrepreneurs. Je vous dis peu. Quand on parle d'entrepreneur, quelqu'un qui a réussi, qui peut vivre, qui est dans la classe moyenne et qui peut espérer entrer dans la richesse. Mais c'est possible de réussir au Congo. Parce que nous l'avons fait. Maintenant, quand on a choisi son créneau et qu'on réussit, et qu'on a des moyens, il faut apprendre à diversifier. Parce que le canal qui t'amène au sommet, mais pour rester au sommet, il faut apprendre maintenant à diversifier les moyens. C'est ainsi que vous nous voyez parfois faire une imprimerie qui nous permet, pendant les moments de disette, dans les domaines des marchés publics, cela peut te soutenir. C'est une diversification des moyens. C'est ça un entrepreneur. À ce moment-là, vous devenez un homme d'affaires. Un véritable homme d'affaires, parce que vous n'êtes plus sur un rayon, vous êtes sur plusieurs rayons. Et ainsi va la vie. Je pense que mon exemple peut servir de leçon aux autres, surtout aux jeunes universitaires. N'hésitez pas, allez-y, faites des formations professionnelles, allez apprendre. Ceux qui n'ont pas la chance, allez à l'INPP, allez vous perfectionner. Parce que l'INPP aiguise aussi les talents. Vous avez été à l'ISTA, vous avez fait les informatiques, allez à l'INPP pour aiguiser la pratique. C'est important. C'est important. Vous avez fait un domaine d'administration, allez à l'INPP, apprendre le secrétariat, apprendre comment on gère les dossiers, tout et tout. C'est une expérience, pas minime. Vous avez été dans les domaines de l'hôtellerie, à l'ISP et consorts, de la restauration, allez à l'INPP aiguiser les talents. Allez apprendre les connaissances pratiques de votre domaine. C'est important. Vous voyez-vous? Maintenant, lorsque nous entrons dans les domaines artisanaux, nous avons toujours conseillé aux Congolais, aux jeunes Congolais, d'aller dans les domaines professionnels et techniques. Pourquoi? Ces domaines vous donnent des compétences. Mais pas les compétences d'organisation, mais les compétences de métier. Ce qui est déjà un avantage. Et lorsque vous terminez, vous entrez dans un atelier, dans une entreprise qui existe. Souvent, il y a toujours des aînés. Par exemple, vous avez quelqu'un qui a terminé à l'Académie des Beaux-Arts, les artistes de l'Académie des Beaux-Arts, qui ont des ateliers.
d'ébénisterie, vous êtes menuisier, vous entrez dedans une année, vous apprenez un peu certaines pratiques. Parce qu'il est important, lorsque vous voulez monter votre atelier, de mettre en place une petite organisation. De pouvoir être à même de livrer vos ouvrages dans les délais ou vos produits dans les délais. Les gens disent, l'Okuta, Totikela, n'a pas mécanicien, n'a pas tailleur, n'a pas menuisier. Mais je dois vous surprendre, c'est que les Libanais qui font des garages ici, ils sont dans les délais. Pourquoi? Lorsque vous venez, ils vous disent, Monsieur Fanfan, dans une semaine, on ne saura pas réparer ta voiture. Nous ne serons possible que dans 2 semaines. C'est à prendre ou à laisser. Ce n'est pas parce que vous dites une semaine que vous êtes sérieux. Je comprends, vous avez besoin de cet argent. Mais par contre, si vous êtes sincère, la personne restera toujours fidèle. Parce que les gens qui viennent vers vous comme des clients ne sont pas bêtes. En réalité, les mensonges des menuisiers et des tailleurs est lié à l'incompréhension du management de leur domaine. Ça n'a rien à voir sur leurs compétences. Lorsqu'un menuisier doit fabriquer des meubles, il doit donner les délais. Connaissant tous les marchés qu'il a, toutes les responsabilités qu'il a, il doit organiser son travail. Tout en donnant même les délais d'1 mois. Même le délai de 2 semaines, c'est important. Parce que lorsque le délai est donné, il est respecté, la confiance est établie.